En février 2022, on vous a raconté la triste histoire de Fernand Larouche, un retraité dont les épargnes se sont subitement volatilisées après qu'il soit tombé dans le piège tendu par des fraudeurs qui lui faisaient miroiter d'alléchants profits obtenus grâce aux crypto-monnaies. Tout ce que j'ai investi, je l'ai perdu. C'était tout près d'1 million. Un an plus tard, le constat est désolant. Rien n'a changé. Pire, les arnaques du genre sont en augmentation et les victimes, comme Fernand Larouche, se comptent par milliers. Après la diffusion de l'émission l'année passée, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui ont été floués comme moi par les mêmes escrocs. Ma maison, je l'ai vendue au-dessus de 400 000. J'étais super contente parce que je payais tout, là, toutes mes dettes. Et en plus, j'avais un 200 000. Puis là, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon 200 000, puis je m'étais réendettée d'à peu près 40 à 50 000. En moyenne, les victimes, si je me fie à l'année passée, ça représente en moyenne au moins 70 000 par victime. Jeff Nicolas, dans un monde idéal, on ne serait pas ici à parler des publicités frauduleuses sur Facebook. Un an après votre enquête là-dessus, on est encore dans cet univers-là et c'est même pire. Un an plus tard, là, après notre enquête de l'année dernière, ce qu'on se rend compte, c'est que les fraudes associées à la crypto-monnaie au Canada ont doublé en 2022. Donc, on parle de près de 100 millions de dollars qui ont été volés à des Canadiens. Et ça, c'est vraiment le minimum parce que le Centre antifraude du Canada a déterminé que c'est entre 5 et 10 des victimes de fraude qui vont signaler aux autorités. Donc, on parle vraiment là, des gens qui perdent absolument tout dans ces fraudes-là, qui partent en grande majeure partie sur les réseaux sociaux. C'est encore le même stratagème que l'an dernier, globalement. C'est surtout sur Facebook qu'on voit ces publicités trompeuses-là, mais ça peut être sur plusieurs plateformes, dont Google, Duolingo, YouTube et autres. Mais bon, concentrons-nous sur Facebook, c'est là que ça se passe le plus souvent. C'est simple, des publicités vont apparaître sur les fils des gens qui leur disent qu'il y a une occasion en or pour investir dans la crypto-monnaie. En général, on va voir une image d'une célébrité sur ces publicités-là, comme Elon Musk. On a aussi vu des publicités avec Justin Trudeau, le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, la joueuse de tennis bien connue, Leila Fernandez, et d'autres figures canadiennes. L'annonce va dire que cette célébrité-là a créé une plateforme, a trouvé un secret pour faire de l'argent. On clique sur la pub, ça nous amène vers un faux article, donc par exemple aux couleurs de la presse ou d'autres médias canadiens comme le Toronto Star. Et on peut alors entrer nos informations comme notre nom, notre numéro de téléphone. Un agent nous appelle pour nous guider dans nos investissements en crypto-monnaie. L'argent semble fructifier sur la plateforme et au moment où on veut retirer, on ne peut pas retirer, l'argent a été volé. C'est une fraude pure et simple. La crypto-monnaie, c'est juste un véhicule là-dedans pour la fraude. Il n'y a pas d'argent qui est réellement investi, là. C'est un stratagème frauduleux qui date là, depuis plus de 10 ans. Ça a commencé en Israël. Comme disait Nicolas, la crypto, c'est juste un prétexte pour aller chercher les gens, les victimes. Là. Oui, là, on parle de crypto-arnaque aujourd'hui parce que c'est l'appât qui est le plus souvent utilisé de nos jours, mais ce ne sont pas des investissements en crypto, c'est de la fraude pure et simple. On vole votre argent. Et le dénominateur commun, dans le cas qui nous occupe, c'est Facebook. C'est la porte d'entrée pour cette fraude-là. Ce qu'on a constaté l'an dernier, c'est que vraiment, une fois qu'on était visé par ces publicités-là, notre fil était inondé de publicités de la sorte. Et un an plus tard, non seulement nos fils sont encore inondés par ces publicités-là, c'est souvent les mêmes publicités que l'an dernier et même les faux articles vers lesquels mènent ces publicités-là, spécifiquement des articles de la presse, apparaissent encore très souvent. Dans notre enquête de l'an dernier, on constatait que les personnalités publiques dont l'image était usurpée pour attirer les victimes vers ces arnaques en ligne étaient principalement de grosses pointures comme Elon Musk ou encore des politiciens. Mais nous avons récemment vu apparaître des publicités qui s'approprient l'identité de personnalités québécoises, comme notre collègue Gérald Filion ou encore l'animateur Guy Lepage. Quand j'ai vu que mon image était utilisée sur les réseaux sociaux pour de la fraude, moi, c'est sûr que si tu utilises mon nom puis que tu vas sacrer ça sur ma page Facebook ou bien que tu mets mon adresse puis les gens cliquent dessus, c'est sûr que sur 500 000 abonnés, il y en a quelques-uns qui vont tomber dans le panneau. Puis, ça devient moi le responsable, finalement. Je ne suis même pas la victime collatérale. C'est parce qu'ils me connaissent, c'est parce qu'ils m'aiment ou parce qu'ils ont pensé que c'était vrai, qu'ils ont cliqué sur mon nom.
Je trouve qu'il y a beaucoup de laxisme du côté des Facebook et Twitter, pour ne pas les nommer. Des amis m'en ont parlé, des membres du public m'ont écrit pour me dire « j'ai vu ça ». Il y a beaucoup de gens dans la société, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas beaucoup de littératie financière. Donc, on vient abuser carrément de certaines personnes qui n'ont pas nécessairement la capacité de discriminer et de déterminer très exactement ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que ce qui est faux a l'air de plus en plus vrai. Et c'est ça qui est très inquiétant. Si les publicités usurpant l'identité de personnalités publiques se multiplient et se diversifient depuis un an, le procédé comme tel, lui, est le même, il est identique. L'année dernière, on avait nous-mêmes testé une de ces arnaques. Après avoir cliqué sur une publicité utilisant l'image d'Elon Musk, Nicolas avait été redirigé vers un faux article du Toronto Star où apparaissait une offre d'investissement en crypto-monnaie. Quelques minutes seulement après s'être inscrit en ligne, Nicolas recevait l'appel d'un supposé conseiller financier. How much profit do you think I can make? If you start right now with a minimum amount, you can get up to 30% every week, depending on the price on the financial market generally. C'est exactement le même stratagème qu'avait décrit Fernand Larouche, une victime à qui nos collègues de la facture avaient parlé l'année dernière. Ils ont parlé à une nouvelle victime cette année, Joanne Gauthier. Même chose, passer par des publicités sur Facebook, le même article d'un faux média canadien entre leurs informations, contacté très rapidement par un agent de vente là, qui met beaucoup de pression pour investir de l'argent. Le conseiller financier avec lequel j'ai parlé était super gentil. Puis il pouvait m'appeler au début 3-4 fois par jour. Bien là, il dit, bien, il faut investir au début. Il dit, c'est un gros coup à donner. Puis après, il dit, ça va aller vite, là. Donc, beaucoup de personnes perdent des sous, beaucoup de sous, à cause de ces publicités frauduleuses sur Facebook. Est-ce qu'on sait combien Facebook fait d'argent, de profit par le biais de ces publicités trompeuses-là? Ce qu'on sait, c'est qu'en 2022, au total, l'entreprise a fait 113 milliards de dollars de revenus avec les publicités. Donc, c'est vraiment la quasi-totalité de leurs revenus viennent de la publicité et les publicités frauduleuses là-dedans contribuent à ces revenus-là. Facebook dit que les dommages qu'ils subissent en tant qu'entreprise en raison de ces publicités frauduleuses-là est beaucoup plus important que l'argent qu'ils font grâce aux publicités, mais il y a beaucoup d'experts qui jettent le doute là-dessus quand même. La grosse partie de leur revenu vient de la publicité qu'ils vont offrir. Mais justement, vu que c'est de là qu'ils font leur argent, ils n'ont pas investi dans la validation. À ce qu'on peut voir, la validation de qui se retrouve derrière cette publicité-là. Ils savent, l'influence puis le pouvoir qu'eux autres, ils ont. Là. Ils sont très, très, très au courant, puis c'est comme ça qu'ils continuent à faire des milliards. Là. Et est-ce que Facebook retire les publicités en question? Bien, généralement, quand on signale des fausses publicités là, à Facebook, ils les retirent assez rapidement. Là n'est pas le problème, c'est que c'est un problème systématique. Les fraudeurs derrière ces publicités-là continuent à en mettre en ligne et ils ne semblent pas avoir d'efforts systématiques de la part de Facebook d'essayer de les éliminer. Ils continuent jour après jour d'être mis en ligne, ces publicités-là. Et c'est exactement la même chose, les mêmes images, le même texte qu'on a constaté l'année dernière. Nous avons présenté plusieurs de ces fausses publicités à Hakim Laniel Lanani. Il est cofondateur de la clinique de cybercriminologie de l'Université de Montréal, une entité qui offre du soutien aux victimes de cybercriminalité. J'ai moi-même un profil Facebook qui est un peu pogné dans ce vortex-là, justement. Là. Puis je voulais juste comme te le montrer, tu sais, puis savoir ce que t'en pensais. Comme là, tu vois, nous, on a un faux profil Facebook qui est particulièrement visé par ces fraudes-là. Là, déjà, j'ai 2 pubs d'investissement d'Elon Musk. Dès que je défile, là, j'ai des publications. Oui, bien, c'est ça ce que je vois avec la deuxième commandité. Ces plateformes-là nous disent qu'ils font tout pour lutter contre ces pubs-là. Quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait dire, finalement? Qu'ils font absolument rien pour lutter contre ça, parce que nous, en 2 secondes, on est capable de spotter puis d'avoir un gros doute sur la légitimité de cette annonce-là. Fait qu'au départ, avec un doute raisonnable de croire que c'est potentiellement frauduleux, pourquoi est-ce que tu la laisses devenir live? Pourquoi est-ce que tu la mets pas en suspens? Quand Instagram a une politique par rapport au contenu qui est un petit peu trop osé, qui est un petit peu trop nu, si c'est pas de l'art, ça va pas être permis justement de le diffuser. Il y a du contrôle qui est fait sur ces publications-là, puis sur ces annonces-là. Pourquoi est-ce que c'est pas la même réalité quand on parle justement de stratagèmes potentiellement frauduleux avec des sites potentiellement frauduleux? Et non seulement Facebook fait de l'argent avec ces publicités-là, mais c'est vraiment un outil, selon des experts à qui on a parlé, qui
est très utile aux fraudeurs, le système publicitaire de Facebook. Ça permet de cibler les gens de manière ultra pointue. Et ce qu'on constate, c'est que quand quelqu'un s'intéresse à ces publicités-là, on leur en sert de plus en plus. On ne sait pas vraiment comment fonctionne la plateforme publicitaire de Facebook. Par contre, on a des témoignages de criminels qui expliquent que Facebook propose les publicités contenant des arnaques à des personnes qui sont susceptibles de cliquer sur ces arnaques. Donc, par exemple, si vous avez une fois cliqué sur une arnaque, Facebook sait que vous êtes susceptible de le refaire et donc vous allez avoir une avalanche de publicités pour des arnaques dans votre flux d'actualité. Dès que tu cliques ou que tu aperçois une publicité frauduleuse sur les médias sociaux ou sur Google ou tous les moteurs de recherche qui existent, tu vas tomber dans un siphon. Dans un siphon qui va te pousser des publicités qui vont ressembler à celle-là. Puis on va en avoir d'autres, puis on va en avoir d'autres, puis on va en avoir d'autres, puis on va dire, ben gars, ça fait 4-5 publicités que je vois comme ça, puis que je vois qu'il y a du monde qui bénéficie de cette offre-là. Moi, j'ai pas le goût de passer à côté de ça. Fait que là, on rentre dans le fear of missing out. Encore une fois, sur un autre stratagème qui est utilisé, puis c'est ça que ça crée, dans le fond, ces publicités-là, puis le fonctionnement de ces algorithmes-là, quand on les utilise dans ce contexte-là, c'est que ça crée cette peur-là de manquer à côté d'une opportunité, puis là, on est attiré, puis là, on va le faire. La société mère de Facebook, Meta, a répondu de façon très vague à nos questions pourtant très précises sur la présence de publicités frauduleuses sur sa plateforme. Dans une déclaration écrite, un de ses porte-paroles affirme que l'entreprise consacre des ressources importantes à la résolution de ce problème. Nous continuerons, écrit-il, à investir dans ce travail pour protéger les personnes sur nos plateformes contre ces escroqueries. On voit que les armes là, que Facebook utilise pour combattre ce problème-là, c'est un peu à armes inégales avec les fraudeurs. Facebook nous dit, par exemple, quand une publicité va à l'encontre de ses conditions d'utilisation, ils vont soit bloquer la page ou bloquer le compte de publicitaire de cette page-là. Bien, ce qu'on constate, c'est que les fraudeurs utilisent des pages qui ont été volées ou qui ont été piratées. Donc, que leur page Facebook se fasse bloquer, ça change rien. Ça change rien. Ils vont aller en acheter d'autres ou ils vont aller en pirater d'autres pour mettre d'autres publicités en ligne. Donc, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un pistolet à eau, en fait, là. J'espérerais que les policiers, la police ou les gouvernements mettent davantage de ressources là-dedans pour... parce que il n'y a personne qui peut les arrêter. On est comme au Far West, là. C'est comme les bandits se promènent, puis le shérif est pas assez fort pour les arrêter. La grande difficulté, c'est qu'il y a une portée ou un effet très limité aux actes qu'on peut porter sur une base locale. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier où est-ce qu'ils sont, ces gens-là, puis est-ce qu'on peut intervenir concrètement avec nos collègues ailleurs dans le monde pour les empêcher de continuer de le faire. Maintenant qu'on a établi et expliqué que ce type de fraude se perpétue, la question toute naturelle que se pose tout le monde, est-ce que les autorités ici le savent? Et si oui, qu'est-ce qu'elles font, si elles font quelque chose? De toutes les entités canadiennes qui ont un pouvoir d'agir contre ces fraudes-là, la seule qui nous a répondu, c'est l'Autorité des marchés financiers au Québec, donc l'AMF. L'AMF, avec ses collègues à l'international, un organisme qui s'appelle l'OICVM, sont en train de voir avec leurs collègues de partout dans le monde si des publicités pour des produits financiers diffusés sur les réseaux sociaux doivent d'abord passer par un régulateur comme l'AMF. Le problème avec ça, c'est que les entités qui offrent des services en crypto-monnaie au Canada, qui veulent annoncer sur les réseaux sociaux, doivent déjà avoir une autorisation du CANAF. Le CANAF, qui est le Centre d'analyse des opérations et des déclarations financières du Canada, qui n'est pas un régulateur, mais qui peut quand même émettre des permis à ces entreprises-là pour opérer au pays. Donc, que ce soit le CANAF qui émet ce document-là, que ce soit l'AMF, la différence n'est pas tout à fait claire et l'AMF n'a même pas pu répondre à nos questions à ce sujet-là parce que le nœud du problème, c'est que ces gens-là contournent les mécanismes en place et mettent des publicités frauduleuses sur le site. Donc, est-ce que ce contrôle-là réglerait quelque chose? On peut se poser des questions là-dessus. Nous avons réussi à descendre le groupe au complet grâce à une journée d'action qui a eu lieu en janvier 2021.
À l'étranger, les gars, il y a quand même des choses qui se font et des conséquences que subissent ces acteurs frauduleux. Oui, donc on a parlé à Europol, qui est le service de police de l'Union européenne qui recoupe 50 pays. Le Canada, d'ailleurs, est partenaire d'Europol. Europol a commencé à effectuer des descentes dans les centres d'appel qui mènent ces fraudes-là. Donc on a vu des descentes dans des pays comme la Lituanie, la Bulgarie, l'Ukraine au cours des dernières années, des centaines d'arrestations, des millions de dollars qui ont été saisis. Et d'ailleurs, dans ces centres d'appel-là, il y avait des victimes canadiennes. Ce qu'on nous a expliqué, c'est que ce sont des enquêtes qui sont extrêmement complexes parce que les fraudeurs opèrent dans plein de pays différents. Ils vont viser des pays dans lesquels ils n'opèrent pas. Donc, un centre d'appel en Bulgarie va viser le Canada, par exemple. Donc, ça devient difficile là, pour les autorités d'effectuer des enquêtes comme ça. Il faut se rappeler, c'est une immense industrie qui génère des milliards et des milliards de dollars par année. Comme nous disait la journaliste israélienne Simona Weinglass l'année dernière, c'est le Uber de la fraude. C'est appliquer là, les méthodes de la big tech à la fraude. Nous, Europol, ce que nous faisons, c'est vraiment essayer d'aller après les têtes pensantes pour être sûr que lorsque nous menons des journées d'action, ces journées-là aient l'effet le plus important possible après. Les groupes criminels essayent toujours d'opérer sans vraiment connaître les frontières. Et Europol, avec les partenaires, nous travaillons de manière concertée pour leur envoyer un message très fort que nous aussi, les forces de l'ordre, sommes capables de travailler sans connaître de frontières. Reste que si jamais les autorités d'ici veulent s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, on a un petit exemple à leur soumettre, celui d'Australie. Oui, en Australie, c'est l'équivalent du Bureau de la concurrence, donc le ACCC, qui a décidé de poursuivre Facebook. Donc, Facebook se retrouve pour la première fois sur le banc des accusés et ce qu'allègue le ACCC en Australie, c'est que Facebook est en fait complice de ces fraudeurs-là parce qu'il a été averti de l'étendue de ce problème-là sur sa plateforme à de multiples reprises et qu'il n'a pas agi, même s'il avait le devoir de le faire. On ne sait pas exactement quelle forme ça prendra si Facebook est trouvé coupable, puis ça change complètement la donne parce que ce qu'ils disent en Australie, c'est que Facebook devrait être responsable du contenu qui est mis sur cette plateforme, que Facebook a une responsabilité, alors n'est pas qu'un intermédiaire. N'est pas qu'un intermédiaire, alors qu'aux États-Unis, par exemple, la loi définit Facebook comme un intermédiaire et beaucoup de pays appliquent cette même logique à Facebook. Donc ça pourrait vraiment changer la donne à l'international et faire bouger les choses même ailleurs dans le monde. Dans le cas du Canada, le Bureau de la concurrence nous a simplement dit qu'il ne commentait pas sur des enquêtes en cours et tous les ministères qui pourraient agir à cet effet-là n'ont pas voulu accorder d'entrevue à nos collègues de la facture. On se sent comme abandonné par tout le monde. En d'autres mots, il n'y a personne qui peut nous aider. Il n'y a absolument personne qui peut rien faire. Alors, on se sent vraiment tout seul, là, abandonné. L'état d'esprit dans beaucoup d'organismes publics, c'est de se croiser les bras puis d'attendre que les plaintes arrivent. Et s'il n'y a pas de plainte, on pense qu'il n'y a pas de problème. Alors que l'attitude qui serait conséquente avec ce que c'est devenu désormais Internet, ce serait d'être beaucoup plus proactif, avoir des systèmes de veille pour regarder ce qui se passe sur le réseau et éventuellement déceler des possibles fraudes avant même qu'elles se produisent. Avec ça, on protégerait véritablement les citoyens. Si on revenait au cœur de cette histoire, c'est-à-dire aux victimes qui perdent beaucoup de sous, qui se sentent abandonnées, impuissantes, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce devant quoi ces victimes se retrouvent maintenant que le fait est accompli? Bien, ce qui nous est dit, c'est qu'elles se sentent assez impuissantes par rapport à ça, qu'il n'y a pas grand monde qui est là pour les aider, qu'il n'y a pas grand espoir de récupérer leur argent. Il y a plusieurs raisons pour ça, notamment le caractère international de la fraude dont on a parlé plus tôt, mais c'est aussi le fait que les autorités, et ça revient à chaque fois qu'on parle d'histoire de fraude, n'ont simplement pas les ressources à consacrer à ça. Pourquoi que nos organisations en place, comme l'AMF, la GRC, le Centre antifraude, ces organisations-là, ils n'ont pas nécessairement les ressources illimitées pour intervenir puis pour tout faire. Mais c'est que ça ne vient pas juste d'eux. Ça vient d'un changement de loi. Ça vient d'une pression exercée sur nos élus pour justement rendre puis faire une prise de conscience comme quoi que investir dans la lutte à la cybercriminalité est nécessaire parce qu'on le voit. L'impact que ça a est immense puis qui
forever grandissant. Là. Ça n'arrête pas. Puis on n'a aucune indication comme quoi que ça va s'amoindrir avec le temps. Ce qu'on entend aussi là, du côté des victimes, c'est qu'ils sentent comme si on les blâmait d'être tombés dans le piège d'une fraude. Quand on dit aux gens, là, faites bien vos recherches avant d'investir, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les fraudeurs sont très, très bons pour apparaître dans les résultats de recherche Google. Par exemple, ça, c'est une fraude bien connue, Quantum AI. Supposons que tu tombes là-dessus, tu te dis, bon, je vais faire une recherche sur Google pour voir si c'est un bon investissement. Tous les résultats sur la première page de Google, sauf un, se sont associés à ces fraudes-là. Donc, n'importe lequel de ces liens-là sur lesquels on clique, sauf un seul, ça va être un faux article ou quelque chose comme ça qui va nous dire, oui, Quantum AI, c'est un bon investissement. Donc, pour quelqu'un qui a peut-être de la misère à lire l'anglais, par exemple, quelqu'un qui est peut-être pas super bien habilité sur le web, ça a l'air légitime. Tous les résultats disent que c'est super bon. Donc, quand on dit aux gens de bien faire leur recherche, c'est une fausse solution parce que les fraudeurs ont déjà pensé à ça. On parle beaucoup de Facebook dans tout ça et de comment ils engrangent des sous avec ça, mais les premiers résultats, ce sont des résultats frauduleux, commandités. Donc Google aussi là, vend des pubs frauduleuses dans tout ça. Et Google aussi disent faire des efforts, mais malgré tout, c'est encore là. Les lois n'ont pas été mises à niveau. Les lois, essentiellement, ont été conçues pour permettre aux plateformes de se développer en les protégeant d'une trop grande responsabilité. L'effet pervers de ça, c'est qu'évidemment, il y en a qui l'ont utilisé pour diffuser des messages frauduleux. Poursuivons maintenant, Nicolas, sur une autre entité qui n'a pas un pouvoir très grand dans tout ça, mais qui tout de même pourrait jouer un rôle important, c'est le Centre antifraude du Canada. Oui, le Centre antifraude est habituellement la première ressource vers laquelle les victimes se font diriger par les autorités. On peut avoir l'impression peut-être que le Centre antifraude, son travail, c'est d'agir pour enquêter sur ces fraudes-là, mais non, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils compilent des données, aident les autorités dans leurs enquêtes et prennent le pouls de ce qui se passe au pays. Ils vont aussi émettre des avertissements sur leur site web, mais ils n'ont pas nécessairement le pouvoir d'agir dans tout ça. L'information ne va peut-être pas vous emmener des résultats immédiatement pour les victimes, mais ça peut aider à prévenir des pertes vers d'autres victimes à partir de cette information-là, ou sinon, cette information-là peut être complémentaire ou sinon aider à initier d'autres actions qui pourraient nous permettre de diminuer l'impact négatif de la fraude.